Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans une nouvelle session de l'InVivox Academy. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Antoine Joly, fondateur d'Incepto. Bonjour Antoine. Salut. Tu nous donneras les clés pour inclure l'intelligence artificielle dans notre proposition de valeur. On va laisser rentrer les derniers participants. Je vais lancer une petite vidéo en attendant, comme ça on laisse 1 à 2 minutes pour les participants d'avoir le temps de rentrer. Hop. Alors, un instant, ça se lance. Voilà. Donc, pour vous présenter un peu InVivox Academy, InVivox, c'est vraiment des topos courts et impactants. La règle, c'est 20 minutes de topo et 10 minutes de questions-réponses, vraiment centrées sur la digitalisation, la transformation digitale. Le but, c'est de vous faire rentrer des experts de milieux variés pour vous donner un gros panorama. Et les replays sont disponibles pour tous les inscrits sur l'académie.invivox.com. Donc, pour les prochains talks, la semaine prochaine, Julien, comment intégrer les forces de vente dans les projets digitaux. Le fonds d'investissement Carista sur les tendances de la e-santé. Ensuite, nous accueillerons Lionel Richard sur la plateformisation de la santé et Sabrina sur l'amélioration de la courbe d'adoption de vos produits avec le digital. Donc, c'est sur la InVivox Academy, academy.invivox.com. Antoine, je te laisse à ton tour nous partager les clés de l'intelligence artificielle. Merci Marion, c'est sympa de m'avoir invité. Je suis très content de pouvoir participer à ce webinaire et je trouve que ce que vous faites chez InVivox, c'est vraiment super. Et puis avec tous ces nouveaux formats que vous avez mis en place depuis le premier confinement. Alors là, on est à la veille du deuxième, donc merci à vous qui vous connectez malgré ce contexte. Et ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui est en train de se passer dans le domaine de l'imagerie médicale, qui est un domaine qui est super propice à l'intelligence artificielle et à l'apport de cette technologie là, spécifique. Et donc, c'est une révolution industrielle dans le secteur. Ça fait 20 ans que je travaille dans ce domaine-là et c'est vraiment un truc qui est hallucinant, qui a démarré il y a 4 ans et qui prend vraiment toute cette industrie, qui est une assez grosse industrie au niveau mondial. Et donc, je vais vous partager ça et vous partager du coup comment nous, on s'est positionné avec Incepto et quel est l'impact pour les équipes médicales. Donc, j'ai préparé une petite présentation que je vais vous lancer. Donc, je m'appelle Antoine, j'ai bossé 20 ans dans l'imagerie médicale. Je me présenterai un peu plus en détail après. Je suis le patron un des fondateurs de Incepto, qui est une plateforme d'accès aux applications d'intelligence artificielle en imagerie. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un radiologue, aujourd'hui, qui fait une journée de travail, il fait à peu près 50 examens sur un scanner et que chaque examen a 1000 images. Et que donc, si vous multipliez ces 50 examens par ces 1000 images, ça fait 50 000 images à revoir. Et si on va jusqu'au bout si une image vaut 1000 mots, si on voit la quantité d'informations qu'il y a dans une image, la quantité d'informations à traiter, c'est au-delà de seuil de ce qui est gérable par un humain. Donc aujourd'hui, il y a vraiment un vrai enjeu de retrouver un temps médical, de retrouver même un sens dans le métier de radiologue, parce qu'il y a un flux de production qui est vraiment très, très difficile à suivre, avec des risques sur la qualité de la prise en charge, d'omission, hétérogénéité des compétences. Et puis, il y a beaucoup d'informations qui sont dans ces images et qui ne sont pas exploitées. Donc ça, c'est le contexte actuel, et c'est partout à peu près dans le monde.
Or, depuis, ça vous en entendez beaucoup parler, intelligence artificielle, ces fameux algorithmes de deep learning, d'apprentissage profond, ils sont extrêmement performants, en particulier sur l'image. Pourquoi ils sont performants sur l'image? Parce que ils sont très très forts, une fois qu'on les entraîne, à repérer des détails, à classifier. Et donc, la radiologie, l'imagerie médicale est un des cas d'usage les plus évidents pour l'application d'intelligence artificielle, à tel point qu'en 2016, un des gourous de l'intelligence artificielle avait dit qu'il fallait arrêter de former des radiologues, ce qui a mis en ébullition toute la communauté pour se mettre en marche et mieux comprendre cette technologie. Ça, c'est le contexte. Et du coup, ce dont je vous parlais en introduction, c'est au niveau industriel, c'est assez incroyable ce qui se passe. C'est un domaine où il n'y avait pas énormément de startups, il n'y avait pas énormément d'investissements, de ventures, de fonds qui suivaient ce domaine-là. C'est un peu lié à tout ce qui se passe autour de la e-santé, mais spécifiquement dans le domaine de l'imagerie médicale et des données, de l'intelligence artificielle. Il y a 120 startups. En fait, je pense que cette diapo, elle date de 9 mois et je pense que c'est plutôt 200 startups au moins qui se sont fondées. Il y a un nombre de publications académiques qui est absolument record. Et il y a des montants d'investissement venture qui sont faits dans ce domaine au niveau mondial qui sont d'1 milliard, qui sont absolument colossaux. Et l'innovation dans le domaine de l'imagerie médicale, elle s'est toujours un peu portée là, ces dernières décennies par les gros acteurs qui fabriquent les machines, GE, Siemens, Philips, Toshiba, ceux qui fabriquent les systèmes de revue. Mais ce n'était pas un domaine très actif au niveau des startups. Et donc là, c'est vraiment une révolution de voir ça. Et si vous regardez, en fait, le champ d'application, il est hyper large. C'est-à-dire que là, vous avez les techniques d'acquisition. Donc, petite tomographie, c'est le scanner, l'IRM, le PET scan, la radio classique, l'angiographie, l'échographie, et que vous croisez avec des domaines cliniques, l'imagerie de la femme, l'imagerie abdominale, l'imagerie cardiaque, l'imagerie ostéo-articulaire, la neuro. Et ensuite, dans chaque croisement, sous-segment, il y a des organes, et à chaque intersection, il y a potentiellement une appli d'aide au diagnostic à construire. Une appli qui va faire gagner du temps en automatisant des mesures ou qui va aider au diagnostic pour aller fiabiliser, rendre plus robuste un diagnostic. Et donc, il y a vraiment un champ applicatif qui s'ouvre, qui est très, très large et qui est à l'intersection du diagnostic, mais de l'évaluation des traitements ou d'un planning de chirurgie. Et donc, dans ces interstices aussi, il y a beaucoup de rencontres avec des logiciels, des biomarqueurs d'imagerie qui pourraient être compagnons de molécules en pharma ou qui pourraient être des aides pour suivre, par exemple, la pose d'une endoprothèse aortique dans le cadre d'un anévrisme. Et donc, des exemples comme ça, on en a. Et donc, c'est ça, ça permet vraiment de comprendre la profondeur de ce qui est en train de se passer et l'impact de l'intelligence artificielle. C'est pour ça qu'avec en 2017, après avoir passé peu moins d'une vingtaine d'années chez Général Electric, j'ai décidé de sortir de cette entreprise dans laquelle j'avais eu beaucoup des rôles marketing et vente. Et on a fondé Incepto avec Gaspard, qui est un radiologue, et Florence, qui était directrice software aussi chez GE, qui est spécialiste en traitement d'images et en intelligence artificielle. Donc, Florence, qui avait fait un passage aussi dans une start-up qui s'appelle, une PME qui s'appelle EcoSense, est sortie pour fonder Incepto. Gaspard garde une activité médicale, mais est 3 jours par semaine avec nous, très actif autour des productions de Incepto. Il avait par ailleurs fondé le groupe de travail de l'intelligence artificielle de la Société française de radiologie. Et puis, nous ont rejoint dans les personnes un peu clés qui animent l'équipe. Il y a Roberto Ardon, qui était lui dans l'équipe de Philips en charge des développements de machine learning, intelligence artificielle,
et qui est aussi qui a passé près de 17 ans chez Philips et qui nous a rejoint et qui pilote toute l'équipe de data scientists de Incepto. Et vraiment, en fait, on s'est retrouvé. Je voulais quand même partager cette slide aussi parce que ce qui caractérise cette démarche de sortir de job qu'on avait pour monter cette société Incepto, c'était vraiment lié à. On a vu ce qui se passait dans ce domaine. On adore ce domaine de l'imagerie médicale. On est vraiment passionné avec beaucoup de relations et de plaisir à travailler avec les équipes médicales pour développer, mettre en main, comprendre la valeur médicale, économique des produits. Une grosse expertise. Mais aussi beaucoup d'humilité parce que ces outils ne vont pas remplacer le médecin. Ça, on en est convaincu depuis le départ. Et depuis le départ, on s'est dit, on va développer ces outils avec les équipes médicales. On va les valider avec les équipes médicales et elles vont être un aide fantastique pour gagner du temps ou aller plus loin dans le diagnostic, mais jamais elles vont se substituer et elles ont beaucoup de limites aussi par ailleurs. Et puis, cette notion de partage, elle est assez centrale sur la culture de la boîte qu'on voulait monter, mais elle est très importante aussi dans la stratégie de Incepto. Vous avez vu, le champ applicatif est super large. On dit potentiellement à 10 ans, il y a 1000 applications à développer. Ben, jamais une boîte pourra les faire toutes. Et donc, ce qu'il faut, c'est être ouvert et construire des partenariats forts avec des médecins pour les co-développer, avec d'autres startups qui ont déjà fait des boulots super pertinents sur certaines de ces applications. Et c'est accélérer l'utilisation de ces outils parce qu'ils sont grandement attendus par les équipes médicales dans les services. Et puis qu'il faut faire un job quand même pour les mettre les valider et les mettre en main. Et donc, c'est pour ça qu'on a monté cette plateforme Incepto et que pour faire un peu de com et puis résumer notre message et le simplifier, on dit c'est le Netflix de l'imagerie médicale. Pourquoi c'est le Netflix? C'est parce que c'est une plateforme qu'on installe dans un hôpital et derrière, elle donne accès à plein d'applications. Un peu comme si on avait accès à des productions, à des films. Et ensuite, ces productions, ces applis, elles sont soit développées par des startups partenaires, des tiers, et je vous montrerai notre portfolio, et il est amené à grandir, soit développées, c'est des productions Incepto qui sont intégrées au portefeuille d'applications, et les clients s'abonnent à un abonnement mensuel, trimestriel, en fonction de leurs enjeux, et ils peuvent résilier, si l'application n'a pas d'impact, ils peuvent résilier très facilement. Donc, c'est aussi vraiment des nouveaux modèles de services dans le domaine de la santé. Donc, vraiment ces aspects co-création qui ensuite est Folio, c'est le portefeuille d'applications. Et pour être un tout petit peu plus technique, on a un hub, une plateforme qui va se mettre derrière les infrastructures d'imagerie dans un service, soit privé, soit public. Et donc, c'est ce qu'on appelle les RIS, c'est le système d'information radiologique. C'est là où on a le compte-rendu, ce que le médecin radiologue va dicter. Et le PAC, c'est là où on stocke tout l'examen, les images, et on distribue au sein de l'hôpital. Et donc, nous, on va mettre notre plateforme juste derrière. On va écouter tous ces examens et en fonction, si c'est des examens sur lesquels on a une application qui est pertinente, on va le désidentifier, envoyer dans le cloud, faire tourner l'application, ramener la réponse et l'intégrer dans les outils qui sont utilisés au quotidien par ces médecins, sans amener de nouvelles interfaces et en amenant l'information la plus pertinente au bon endroit pour leur faire gagner du temps, parce que je vous rappelle que c'est quand même vraiment l'enjeu majeur. Donc, on amène aussi un enjeu d'intégration, d'interopérabilité, de sécurité RGPD et de lien vers le cloud. Aujourd'hui, la boîte a 2 ans et demi et un de nos vraiment premiers outils, c'est monter cette plateforme et puis identifier les sujets cliniques qui étaient les plus mûrs, pertinents, et dans chaque sujet clinique, choisir un partenaire qui nous paraît, avec qui on peut construire une bonne relation de confiance, travailler sur le développement du marché. Et donc, on a des solutions d'urgence, des solutions dans les dépistages. Et donc, QXR, c'est une boîte indienne qui s'appelle Cure. Glimmer, c'est une start-up française qui a récemment levé pas mal de fonds, donc il y a eu un peu de communication, qui fait un super produit sur les détections de fractures. Et dans ces transparents, ce sont 2 boîtes néerlandaises avec lesquelles on travaille sur les cancers du poumon et cancers du sein. Pixil, c'est une start-up française à Grenoble, en euros, et Subtlpet, californienne, et Collective Mind Radiology, une start-up suédoise. Voilà.
Et on fait beaucoup de veille et on essaye de créer du business via la plateforme sur ces applis existantes et on a vocation à intégrer d'autres plateformes. Alors, ces applis, ça fait maintenant 1 an qu'on est actif commercialement et on voit que dans chaque cas, il y a vraiment une création une valeur médicale dans les services qui est très, très prometteuse et encourageante. Donc, dans les applis pour les services d'urgence, les 3 dont je vous ai parlé, tout l'enjeu, ça va être d'aider à trier. Il y a d'énormes flux d'examens de radio de fracture ou de radio de thorax. Et en fait, ce flux, il est tellement important qu'aujourd'hui, les équipes, elles sont submergées. Donc, dans le dialogue entre urgentistes et radiologues, ces applications, elles vont aider à trier, prioriser, à libérer améliorer le flux, à réduire les temps d'attente pour les patients sur des patients qui n'ont pas grand-chose. Et par contre, avoir une expertise plus forte, une concertation entre l'urgentiste et le radiologue quand il y a une fracture un peu complexe et qu'on se pose la question de la conduite opératoire à la suite du parcours. Donc ça, c'est une grosse proposition de valeur dans le lien entre le service d'imagerie et les urgences. Ensuite, il y a la thématique des dépistage du cancer du sein. On est dans le mois d'octobre rose. Ces applications peuvent vraiment augmenter la confiance, faire gagner du temps et permettre d'aller plus loin dans les dépistages. C'est une seconde lecture de réassurance immédiate. Et le dépistage du cancer du poumon, c'est un autre sujet de santé publique qui émerge très fortement. Il y a des études européennes et américaines qui valident maintenant la pertinence d'un dépistage. C'est la capacité à venir détecter des cancers du poumon au stade 1 avec une chance de les prendre en charge de façon efficace et une chance de survie de 80%, alors que si on le prend trop tard, c'est un cancer qui est très, très agressif, très difficile. Et donc, les dépistages vont se mettre en place dans les années à venir. Et puis, dernier côté, c'est sur la médecine nucléaire avec un algo très prometteur qu'on a déjà installé à Paris et Lyon. Quelques exemples, détection de fracture. Donc, quand il y a une fracture, en fait, vous avez un petit encart qui va pointer une boîte englobante qui va venir pointer la fracture. Et puis, du coup, après, dans les systèmes d'information, on est capable de dire de façon très visuelle s'il y a une fracture, un doute ou pas de fracture. Et du coup, de trier la pile d'examen et d'organiser le parcours autour de ça. Ça, c'est l'application Glimmer. Ça, c'est l'exemple de l'application du dépistage du cancer du poumon. Le scan est fait, il est récupéré par notre plateforme, envoyé dans le cloud, et ensuite on va ramener dans l'interface de lecture du radiologue, on va mettre en surimpression ces petites lignes bleues que vous voyez, et il va dire voilà, il y a 2 nodules sur cet examen, voilà le premier, il lui indique la taille, le diamètre, et donc toute en fait la prise en charge du dépistage du cancer du poumon, elle est basée sur le suivi de ces nodules en fonction de leur taille, le temps de doublement du nodule. Si le nodule fait entre 6 et 10 mm, on va prescrire un examen de suivi à 6 mois et on va, en fonction du temps de doublement, mesuré par un algorithme donc standardisé, on va prendre la décision sur la conduite à tenir et l'éventuel caractère bénin ou malin du nodule. Dernier exemple clinique, c'est le cancer du sein qui fonctionne un peu de dépistage de mammographie. Et là, on va mettre un score. C'est un logiciel qui a été entraîné sur plus d'1 million d'images et donc il va apporter une réassurance immédiate sur un examen qui est difficile. En fait, on cherche quand même vraiment une aiguille dans une botte de foin. Sur 1000 examens de mammographie, vous allez trouver 6 cancers. Donc, le stress de scénologue, c'est de ne pas passer à côté de ces 6 sur 1000. Et donc, il y a une expertise qu'ils doivent développer. C'est pour ça que très souvent, ils sont spécialistes en imagerie de la femme. Et il y a ce stress de louper un cancer. Et donc, c'est une aide et une rassurance très intéressante. Et je vais conclure là-dessus. On est amené à enrichir ce portfolio, soit avec des nouveaux partenariats, soit avec des projets de co-création avec l'équipe que anime Roberto, équipe de data science. Et on a plusieurs partenariats avec la PHP, Schudren, et on a 2 productions qui vont sortir là, dans les mois qui viennent, fin d'année, début d'année prochaine. Le premier sur l'anévrisme ARVA, ça va être une application pour suivre l'évolution de l'anévrisme de l'aorte.
et de mesurer l'évolution, de surveiller la taille de cet anévrisme et aider le chirurgien à prendre sa décision du moment où il va poser une endoprothèse. Et on a ensuite la deuxième application sur l'aide au diagnostic dans l'IRM du genou, qui est un examen très très fréquent en radiologie, en IRM. Et donc là, on va regarder les structures du genou, ligaments, cartilage et ménisque, et indiquer s'il y a des lésions ou pas. Donc là aussi, gain de temps et réassurance. Et on démarre d'autres productions, en particulier sur un projet très prometteur sur le cancer de la prostate. On a aujourd'hui une adoption qui est encourageante avec des contrats dans l'ensemble de ces sites. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a des gros sites privés d'imagerie, par exemple Imagerie 37 à Tours, c'est un groupe qui fait radiologie libérale à Tours. Donc il y a 40 radiologues, je crois qu'il doit y avoir 150, 200 personnes qui travaillent. Des CHU, CHU de Rennes, CHU de Montpellier, il y a le CHU de Poitiers qui va démarrer aussi bientôt, des ESPIC, donc tout type des centres d'imagerie privés, plus ce qu'on appelle le cabinet de ville. Et donc, on est content de voir aussi une adoption qui est en train de s'accélérer et un usage de plus en plus large de l'ensemble de ces applications dans différents segments de l'imagerie médicale. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis j'espère que maintenant on va pouvoir dialoguer autour de quelques questions. Merci Antoine, merci. Si pour poser votre question, vous avez un petit onglet Q et R en bas de l'écran. Du coup, Antoine, j'ai deux questions qui peuvent se rassembler en une. C'est comment votre technologie est reçue par les médecins, et aussi dans la même veine, c'est quelle réception en fait par les médecins, comment ils reçoivent cette technologie. Ils la reçoivent avec beaucoup de curiosité, c'est-à-dire ils ont envie de découvrir parce qu'on en parle et puis donc au début on en parlait beaucoup plus dans les journaux et dans les congrès qu'il n'y avait pas véritablement de produits. Ensuite on a commencé à toucher ils ont commencé à toucher des preuves de concept, des premiers prototypes. Et puis là, c'est des vrais produits marqués sur le plan réglementaire. Donc, il y a une curiosité pour accéder à ces produits. Après, dans la première utilisation, il y a vraiment est-ce qu'ils sont aussi forts que ce qu'on dit? Est-ce qu'ils sont vraiment meilleurs que moi? Et donc, il y a potentiellement, il peut y avoir un peu une compétition qui va s'établir au début. Et en fait, cette compétition, dans l'usage, elle n'est pas vertueuse parce que ces outils, ils sont forts là où généralement où les radiologues ne sont pas forts. Quelqu'un qui fait de l'imagerie de la femme, quand il faut diagnostiquer un cancer, il va avoir accès via son intelligence humaine aux historiques, à l'examen précédent, au dossier, aux discussions avec la patiente. Donc, il y a tout un contexte qui lui permet d'aller plus loin et d'être plus pertinent. Par contre, pour dire qu'il n'y a rien, en fait, sur ces 1000 examens, il n'y a que 6 cancers, il y a plein de cas où ça va super vite. Et là, la machine, elle est aussi forte que la radiologue, mais aussi forte que la radiologue, ça veut dire que dans beaucoup de cas, on peut vraiment s'appuyer sur elle. Et donc, c'est se dégager du temps sur ces cas faibles, sur ces cas à faible risque, pour aller se concentrer sur les cas où il y a vraiment besoin d'expertise, de discussion, même d'examen complémentaire. Et donc, c'est dans la complémentarité qu'on va trouver cette valeur. Et donc ça se fait petit à petit, ça dépend des états d'esprit, ça dépend de l'organisation d'un service, ça dépend donc il y a une conduite du changement vraiment aussi à mener. Alors, une autre question d'Alexandre. Quel est le business model de la plateforme? Comment est-elle rémunérée? Par qui? Enfin, une question sur ton business model. Ouais. C'est un business. Donc, nous, on vend des abonnements à ces applications, donc des abonnements mensuels. Donc, je m'abonne à la solution de mammo, à la solution de poumon, à la solution sur les urgences. Quand c'est une solution qui est produite par Incepto, on coproduit avec des partenaires cliniques. Donc, on reverse des royalties avec les partenaires avec qui on a produit. Mais sinon,
la totalité du revenu va à Incepto. Quand c'est produit par avec une startup, on a un markup comme une marketplace de distributeurs. Alors je passe à l'autre question. Quelles sont les premières étapes à mettre en œuvre pour développer l'intelligence artificielle dans un grand groupe? Un grand groupe, c'est un grand groupe d'imagerie ou un grand groupe industriel? Je pense que tu peux peut-être répondre aux deux. Dans un grand groupe d'imagerie, il faut se lancer. C'est-à-dire que ça va être incontournable en tant que dans un service d'imagerie. C'est un des enjeux majeurs des 5-10 prochaines années. Et donc, il faut passer aux travaux pratiques, quoi. Il ne faut pas rester à attendre que les produits soient... Parce que les produits sont encore jeunes, hein, donc ils ont plein de force, mais ils ont encore des trucs à affiner, à améliorer. Mais il faut aller les utiliser pour comprendre leurs limites, contribuer à leur développement, participer. Donc, c'est un mouvement et il faut s'y inscrire. Ça, c'est pour des services d'imagerie. Ça, c'est le conseil que je donnerais. Après, plus on rentre, plus on a envie de rentrer. Si on peut participer à des enjeux de coproduction, on comprend aussi comment sont construites ces données, ces solutions à partir de données. Et donc, ça, c'est une autre étape. Mais il y a beaucoup de radiologues qui sont très, très intéressés pour être des acteurs aussi. Et donc, participer à la création de jeux de données, participer au travail d'annotation et de production de ces algos. Ensuite, si on est un grand groupe, qu'est-ce qu'il faut faire, hein? Donc, un grand groupe de... alors, il y en a plein des grands groupes. Il peut y avoir les grands groupes des industriels de l'imagerie. Il y a les grands groupes de la pharma et du medtech. Alors, bon, déjà, tous ces grands groupes, ils sont généralement tous en mouvement. C'est-à-dire, ils ont tous au moins des cellules, recruté des équipes de data scientists. Et donc, c'est aussi, peut-être pas spécifiquement à l'imagerie, mais je pense toutes il n'y a pas une boîte de pharma qui ne réfléchit pas à sa stratégie intelligence artificielle. Il n'y a pas une boîte de medtech qui ne réfléchit pas non plus. Et comment ces jeux de données, l'intelligence artificielle peut accélérer la découverte de nouveaux médicaments, l'accélération de certaines phases de recherche clinique, la surveillance, la market surveillance. Donc, après, en fait, moi, ce que je pense quand on est un grand groupe industriel, c'est qu'il ne faut pas faire tout seul. Et il faut aller chercher il faut s'ouvrir, hein, parce que déjà, il faut le faire avec des partenaires cliniques. Il faut avoir accès à des données. Et donc, il faut trouver les modèles de co-construction, coproduction. Donc, il faut le faire avec des cliniciens. Et ensuite, je pense qu'il faut vraiment le faire en mode écosystème, si on est un grand groupe, avec des startups, se lancer aussi dans des expérimentations, investir dans des preuves de concept, financer. Sur notre plateforme, on pourrait envisager de co-développer des applications avec des boîtes de medtech ou avec des boîtes de pharma. On discute avec certaines d'entre elles. Et donc, se lancer sur des sujets. Et c'est en faisant qu'on apprend, un peu de la même manière. Voilà. Ça, c'est vrai. Merci Antoine. Une autre question. Est-ce que vous pouvez nous donner un panorama de l'international? Est-ce qu'il y a des pays plus avancés que la France sur l'intelligence artificielle? Alors, le boom, il est mondial sur intelligence artificielle et imagerie. Hein, je vais vous parler parce que c'est le domaine que je connais. Il y a des pays plus avancés que la France et que l'Europe sur la taille des levées de fonds, la taille des équipes. Donc, ça, c'est pas une surprise. Ça va être États-Unis, Israël et Chine. Et ça, on ne le voyait pas avant. En Chine, c'est les plus grosses levées de fonds, les plus grosses équipes, avec déjà des présences assez actives internationales. Ensuite, en termes de marché, par contre, et de l'usage, en fait, il n'y a pas des cas d'usage et un marché qui a démarré aux États-Unis et on fait du copycat en Europe et on va déployer là après. Il n'y a pas des grosses plateformes de réseaux sociaux qui se sont déjà montées et qui vont venir comme ça d'un seul coup en Europe. Et même les grosses levées de fonds américaines qui se sont faites, elles ont levé 50-60 millions de dollars, un peu avec ce modèle
du first mover advantage, donc le premier qui arrive qui va prendre tout le marché. Et mais en fait, il y a des enjeux réglementaires et des enjeux de distribution, il y a des enjeux de validation clinique et il y a une maturité des produits qui n'était pas là. On est dans une hype, mais on n'est pas encore des produits qui étaient complètement utilisables. Et donc là, ces grosses levées de fonds, elles ont même un peu buté et patiné. Et le marché, il n'a pas vraiment démarré encore. Il est à son démarrage aux États-Unis, en Europe. En Chine, je ne peux pas vous dire parce que je ne sais pas vraiment. Et en Corée, les Coréens sont aussi, et Corée du Sud sont assez actifs aussi sur le sujet. Merci Antoine. Je prends une dernière question. Combien de médecins utilisent aujourd'hui votre technologie? Il y en a une centaine de médecins qui vraiment au quotidien, là, enfin, peut-être un peu plus parce qu'on a une trentaine de clients et dans les groupes, dans chaque groupe, il y a à peu près 300, il y a à peu près 10 radiologues associés, donc on va dire que ça fait 300. Après, il faut savoir qu'on voit déjà des choses ou des situations où il y a plusieurs utilisateurs, il y a les manipulateurs radio vont être actifs aussi autour de ces sujets. Donc là, ça va faire une autre communauté. Il y a les cliniciens, les urgentistes sont super intéressés par l'appli sur la détection de fractures. Donc, c'est amené à croître vite. Et on a une boîte de téléradiologie aussi où il y a 400 téléradiologues. Donc, après, si on faisait la somme au jeu est-ce qu'on a déjà énormément d'utilisateurs, on pourrait monter plus haut. Mais je crois vraiment on a une trentaine de clients avec 10 radiologues impliqués sur l'utilisation. Merci Antoine, merci beaucoup pour les personnes à qui on n'a pas répondu aux questions. Je redonnerai les questions à Antoine et il vous répondra directement. Merci Antoine. Merci Marion, à bientôt. Merci à tous. Au revoir. N'hésitez pas à vous inscrire sur la Univox Academy pour les prochains talks. Je vous mets le lien dans la conversation. Au revoir. Au revoir, merci.